Bonjour, bonsoir à toute fan moi yo qui toujours là et a supporter travail moi yo YouTube yo avec et monde qui toujours bon genre besoin bon genre information. Alors me saluer nous très très fort et c'est toujours 10 décembre là. Moi viens faire une intervention ensemble avec nous, c'est tout avec coronavirus là qui a fait ravage États-Unis et Brésil, la France et le Canada. En général, je suis capable de dire COVID-19 là lui-même c'est grande puissance sur le sens c'est toujours moyen. Et nous le monde en action avec vaccination pour COVID-19 là parce que 2021 n'est pas le monde fait back que ça COVID-19 là a fait là. Moi m'te toujours dit nous ça et mettre monde là li pas l'autre qui c'est Jéhovah et l'Éternel des armées parce que c'est lui même qui contrôle toute bagaille en soi-même et omniscient, omnipotent, omniprésent. Et regardez COVID-19 li pral gen un an où le monde commence à le mettre à genoux, ça que l'économie là tombe net. Et ça fait nèg yo vinn obligé tête yo chaud. Mais bien purement catastrophique k'ap vinn k'ap pire que COVID-19. M'pa prophète malin non, mais à travers la Bible qui samli, moi gen bagay pa lié la Bible parle de 7 sauts. Ah mais 7 sauts ça yo nous commencer gain nous commencer et gain qui pral vinn qui a pire toujours. Pour me arrêter sur ça même m'a dit chaque moun k'ap tandim ou bien k'ap koutim et qui toujours aime approchement yo m'a dit nous ça si ou dehors entre pifon en Basel l'Éternel des armées Dieu d'Israël là pas gain l'autre parce que c'est lui même qui met la terre et c'est lui même qui dirige le monde. OK et pas oublier toujours rendre moi faveur ça partager vidéo et abonner ensemble avec channel là moi pour toujours porter bonne information pour nous et pour me faire plus bonne recherche. Ciao, à la prochaine. Va-t-on fêter Noël déconfiné? La question n'est pas encore tranchée car les chiffres de l'épidémie ne sont pas aussi bons que prévu. Nous sommes encore loin de l'objectif de passer sous la barre des 5000 cas par jour. Notre stratégie s'adapte en temps réel et en continu à l'évolution de l'épidémie. Moins de 5000 nouveaux cas par jour au 15 décembre, c'est l'objectif fixé par Emmanuel Macron pour assouplir les règles du confinement. Mais au rythme actuel, il y aurait encore 6624 contaminations quotidiennes à cette date. Le gouvernement n'a pour l'heure pas remis en cause l'échéance du 15 décembre. Et pour certains scientifiques, ce ne sera pas nécessaire. Car ce n'est pas le seuil de 5000, mais la tendance qui est importante. C'est plutôt, on va dire, l'ordre de grandeur qui compte. Est-ce qu'on est dans un état de circulation suffisamment favorable à un contrôle sur le long cours, ou bien est-ce que la situation est trop fragile sur le plan épidémiologique pour relâcher certaines restrictions? Deuxième condition fixée par Emmanuel Macron, passer sous la barre des 3000 patients en réanimation. Ce devrait être le cas le 15 décembre, mais le retour à la normale sera long. La quasi-totalité des patients est intubée, ventilée. Il faut donc compter plusieurs jours, voire semaines, pour voir soit une amélioration, soit malheureusement une aggravation. Les lits occupés par ces patients le seront pendant encore une longue période. Face à des parlementaires ce matin, Jean Castex évoquait des décisions à prendre dans les prochains jours. Le Premier ministre tiendra une conférence de presse jeudi pour confirmer ou non l'assouplissement du déconfinement. Bonjour, bienvenue à ce point de presse du Premier ministre du Québec, François Legault, du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, sur la situation de la COVID-19 au Québec. Monsieur le Premier ministre? Oui, bonjour tout le monde. Je fais ça comme il faut. Bonjour, et puis, écoutez, je le disais hier quand Marco m'a appris la nouvelle, je suis tellement content de l'entente qu'on a avec les infirmières. On a au Québec des infirmières qui sont au front, hein, donc depuis plus de 9 mois,
qui se démènent partout dans le réseau de la santé. C'est difficile pour eux autres. Ce sont vraiment nos héros de l'année 2020. Et je suis content, là, c'était notre priorité, la priorité de Sonia Lebel, de régler le normatif avec les infirmières. Donc, c'était ça la priorité des priorités. Là, on a évidemment des négociations avec les représentants des 500 000 employés du gouvernement, mais la priorité, c'était régler le normatif avec les infirmières. D'abord, pour leur offrir des conditions de travail qui leur permettent de réduire leur charge de travail. On a réussi à s'entendre. D'abord, on va ajouter 1500 postes d'infirmières. On va ajouter des primes importantes pour convaincre des infirmières qui sont à temps partiel de devenir des infirmières à temps plein. Ça va permettre de réduire les heures supplémentaires de tout le monde. Ça va permettre finalement aux infirmières d'avoir une meilleure qualité de vie, un meilleur équilibre entre leur vie personnelle puis la vie professionnelle, là, qui malheureusement va être encore difficile pour les prochains mois. Donc, c'est bon pour les infirmières, mais je veux dire aussi que c'est bon pour les Québécois, en particulier les Québécois qui ont à se faire soigner dans notre réseau de la santé, bien, d'avoir une nouvelle organisation du travail qui nous permet d'avoir des infirmières qui sont un petit peu plus reposées, dans des conditions un peu plus acceptables. On va pouvoir augmenter le pourcentage qui sont à temps plein. Donc, évidemment, ça va enlever de la pression. Mais, on ne réussira pas à combler dans les prochaines semaines les 1500 postes qu'on va ouvrir, là. Donc, j'ai besoin encore pour un certain temps de toute la collaboration des Québécois. Parce qu'on doit réduire la pression sur les hôpitaux. Actuellement, il y a trop de personnes qui sont hospitalisées à cause de la COVID-19 dans nos hôpitaux. Et il n'y a pas de recette miracle autre que de dire faut réduire les contacts. Il faut que les Québécois se disent, là, que chaque Québécois se dise, faut que je réduise mes contacts avec les mêmes personnes. Si demain matin, on fait la même recette, on va avoir le même gâteau qui est peut-être pas le meilleur. Donc, si on réduit pas les contacts, on va avoir le même résultat qu'actuellement. Puis le résultat actuellement, c'est qu'il y a trop de monde dans nos hôpitaux pour la COVID-19. Donc, il faut vraiment trouver des moyens de réduire les contacts. Donc, c'est important pour sauver des vies, mais c'est important aussi pour aider nos infirmières. Puis, je le répète, ça a des conséquences pour toutes les personnes qui ont à se faire soigner. On le dit, on est obligé de faire du délestage. Donc, ça veut dire qu'on a des personnes qui vont attendre plus longtemps pour des traitements, des chirurgies, des diagnostics. Et ça pourrait être vous autres, ça pourrait être votre père, votre mère, votre frère, votre sœur. Et, bon, évidemment, tous les traitements urgents sont faits. Mais je peux comprendre que des Québécois qui sont en attente, ben, sont inquiets, sont angoissés. Puis la seule manière, ben, c'est faut réduire la pression qui vient des quelques 844 patients COVID qui sont dans nos hôpitaux actuellement. Donc, je rappelle les consignes. Je les rappelle. Dans les magasins, dans les entreprises, on reste à 2 mètres, on porte un masque. Dans les maisons, on ne reçoit pas de visite. Donc, les seules personnes qui peuvent être dans une maison, c'est les personnes qui habitent dans cette maison-là. Et j'ai demandé aux policiers et à la Commission santé et sécurité de donner plus de contraventions. Donc, c'est pas vrai qu'il y a une minorité de Québécois qui va mettre en danger, qui va mettre à risque la majorité des Québécois.
Donc, dans les prochains jours, il va y avoir plus de contraventions de données aux individus, aux entreprises qui ne respectent pas les règles. Puis je rappelle, les amendes peuvent aller jusqu'à 6 000 $. Ça va faire. Il faut, à un moment donné, être capable d'envoyer un message très clair à cette petite minorité qui ne respecte pas les règles. D'ailleurs, on a aussi, je vous le dis, à 2h30 cet après-midi, il va y avoir une alerte qui va être sur tous les téléphones, télévisions, radios, qui va rappeler les consignes, puis qui va dire, si vous ne respectez pas les consignes, vous vous exposez à avoir des contraventions, des amendes. Donc, on n'est plus à l'étape là d'avertir le monde. On l'a dépassé, cette étape-là. On est à l'étape de donner des amendes. On va avertir tout le monde avec le système Alerte Alerte Québec à 2h30, 14h30 cet après-midi. Donc, il n'y aura pas d'excuses. Bon, l'autre chose que je veux dire, je veux relancer l'appel que j'ai fait auprès des employeurs il y a quelques semaines. Toutes les entreprises qui peuvent être fermées du 17 décembre au 4 janvier, s'il vous plaît, c'est possible de le faire, au moins avoir les gens en télétravail, mais c'est possible de fermer les entreprises du 17 décembre au 4 janvier. On a absolument besoin de donner un grand coup pendant le temps des fêtes pour casser la deuxième vague. On n'est pas encore à l'étape d'obliger la fermeture de certains commerces, mais comme on le dit depuis quelques jours, on n'exclut rien. À ce moment-ci, il faut vraiment casser la vague. Il faut vraiment réduire le nombre d'hospitalisations. Donc, on va suivre la situation dans les prochains jours et on va prendre les décisions pour le bien des Québécois. L'autre chose qui est importante, c'est qu'on me dit qu'il y a beaucoup de Québécois, malheureusement, qui attendent pour aller passer un test COVID. Donc, il y a des personnes qui, pendant 2-3 jours, se disent, si tu as la grippe, c'est-tu la COVID? Puis pendant ces 2-3 jours-là, bien, d'abord, ils devraient s'isoler, mais ils ne devraient pas hésiter, là, puis aller passer un test. Ça fait pas mal, je l'ai passé, ça fait pas mal, ça prend quelques secondes dans le nez, et c'est important, là. C'est comme une responsabilité civile qu'on a. Dès qu'on a des symptômes, on ne dit pas « j'attends 2 jours pour savoir si c'est une grippe ou la COVID ». Prenez pas de chance. Il faut aller donc se faire tester. Donc, il nous reste... Tout va bien? Oui. Il nous reste des mois difficiles devant nous. Bon, vous venez de voir comme moi que Santé Canada vient d'approuver le vaccin de Pfizer. Bon, la priorité... Et Christian a un plan qui est prêt à mettre en œuvre là, dès maintenant. Il y a 3 groupes là, qui sont importants de vacciner le plus rapidement possible. Les CHSLD, les employés du réseau de la santé, puis les RPA. Une fois qu'on va avoir vacciné ces 3 groupes-là, la situation va beaucoup s'améliorer au Québec. Si vous regardez, par exemple, les décès, là, ça se passe beaucoup là. Actuellement, on a à peu près 70% des décès qui sont dans les CHSLD puis les RPA. Donc, ça veut dire que si demain matin, tous les gens dans les CHSLD puis des RPA sont vaccinés, bien, ça veut dire là, qu'on vient d'éliminer 70% des décès. Bon, quand est-ce qu'on va être capable d'avoir vacciné tous ces gens-là? J'ai une rencontre téléphonique demain avec M. Trudeau pour parler des transferts en santé, mais on va en profiter pour parler de la vaccination. Là, pour l'instant, ce qu'on se fait dire, c'est qu'on va recevoir 55 000 doses d'ici le 4 janvier. Bon, la seule confirmation qu'on a, sinon, c'est qu'on va recevoir, bon, il faut toujours diviser par 2, là, 1,3 million de doses d'ici le 31 mars. Donc, si vous divisez par 4, là, non, attendez une minute. 6 millions de doses, donc 3 millions de personnes d'ici le 31 mars. Donc, si vous divisez par 3, si on était capable d'avoir 1,3 million de doses, je suis correct, Christian? Ça va très bien jusqu'à présent. Donc,
Je recommence. Je recommence. On est tous les deux comptables. Je recommence. On va recevoir 55 000 doses d'ici le 4 janvier. On va recevoir 1,3 million de doses d'ici le 31 mars. OK? Donc, pour 650 000 personnes. Si on est capable d'en avoir le tiers au mois de janvier, on devrait être capable d'en avoir assez pour vacciner tout le monde là, dans les CHSLD, les RPA, puis le personnel de la santé. Donc, techniquement, si on reçoit le tiers des doses qu'on est supposé recevoir dans les 3 premiers mois, bien, si on reçoit le tiers en janvier, ça veut dire que d'ici la fin janvier, là, la situation va beaucoup s'améliorer au Québec. C'est juste pour vous dire, là, c'est de donner de l'espoir. On voit la lumière au bout du tunnel. Les prochaines semaines vont être très importantes, mais pendant ces semaines-là, j'ai besoin de l'appui de tous les Québécois. En fait, les Québécois ont besoin de l'appui de leurs concitoyens. La situation, donc, est entre les mains des Québécois, mais s'il vous plaît, faisons des efforts encore au cours des prochaines semaines qui sont critiques. Bon, vous le voyez, un petit peu partout dans le monde, le nombre de cas est élevé, le nombre d'hospitalisations est élevé, le nombre de décès est élevé aux États-Unis, en Europe. Donc, c'est un défi qui est mondial. Un petit peu partout dans le monde, les gens vont commencer ou ont déjà commencé à se faire vacciner. Donc, on a un gros mois là, devant nous autres pour être capable de vacciner les personnes les plus vulnérables, mais ça vaut la peine de faire des efforts pendant ce mois-là. Hello, everyone. I want to say how happy I am to have come to an agreement with our nurses. They've been fighting the virus for the past 9 months. They are our hero of 2020. It will give them a better quality of life, and it will help us hire new nurses. But we still need to reduce the pressure on our hospitals. And there's only one way to do this, reduce our contacts with others. So I ask you to reduce your contacts. It will save lives and it will help our nurses. The increase in hospitalization is putting people on hold for other treatments, surgeries, and this could affect anybody, not just those vulnerable to COVID. So I remind us the rules. In stores and in companies, we must respect the 2 meters and wear the mask. In our houses, we cannot invite people who don't live with us. I asked our police forces to give tickets to people that don't follow the rules. These tickets can go up to $6,000. We cannot allow a minority of people to put the majority at risk. I also ask again all employers who can close their businesses to do so from December 17 to January the 4th. We need to break this second wave, and as I said before, we're not ruling out further restrictions. If you have any symptoms, please don't wait, get tested. So we still have difficult weeks ahead of us. When vulnerable people receive the vaccine, it will help us a lot. But the next few weeks will be very important, and we need the support of every Quebecers. Thank you. Merci. Nous allons maintenant amorcer la période des questions avec Fanny Lévesque de La Presse. Oui, bonjour à vous trois. Monsieur Legault, on sait que vous étudiez différents scénarios pour la période des fêtes. Rien n'est exclu non plus. À la lumière des nouveaux cas qui sont annoncés aujourd'hui, à quel point il est probable qu'on procède à un nouveau reconfinement pour la période des fêtes ou entre 2 ou 4 semaines, là, comme vous l'avez, ça a été évoqué, mais donc à quel point c'est probable qu'on en arrive là? Bien, la réponse est entre les mains des Québécois.
si les Québécois respectent toutes les mesures, on va pouvoir réduire les contacts puis réduire les hospitalisations. Si on continue d'avoir une minorité de personnes qui ne respectent pas les mesures, qui ne respectent pas le 2 mètres, qui ne portent pas toujours le masque dans les centres d'achat, ben on n'aura pas le choix que de regarder des scénarios, par exemple, fermer les commerces non essentiels pendant la période de Noël. On n'est pas rendu là. La décision est vraiment pas prise, mais on va suivre la situation dans les prochains jours, on va voir, mais il faut réduire le nombre d'hospitalisations. Actuellement, le nombre d'hospitalisations est trop élevé. Ça met de la pression pour reporter des traitements, ça met de la pression sur le personnel, puis malgré l'entente qu'on a faite avec les infirmières, on ne pourra pas embaucher toutes les infirmières là, qu'on s'est entendu pour embaucher avec les syndicats. Est-ce que vous avez des données, peut-être M. Arruda ou M. Dubé, mais est-ce que vous continuez de croire que c'est réellement une minorité de Québécois qui sont responsables de l'état dans lequel on se trouve au Québec? Ou est-ce qu'il n'y a pas une partie aussi du fait que les mesures sont peut-être pas suffisantes? Écoutez, je peux prendre la balle au bond là-dessus. Je pense qu'il y a un ensemble de mesures, et cet ensemble de mesures-là, c'est ce qu'on a appelé la fameuse théorie du fromage suisse. Là. Vous l'avez vu, là, vous additionnez plusieurs tranches qui représentent plusieurs mesures. Puis habituellement, quand vous respectez toutes ces mesures-là, ben vous êtes capable de contenir. En ce moment, c'est que malheureusement, il y a des mesures qui ne sont pas suivies. Des fois, c'est à l'intérieur d'un CHSLD, puis là, ça a des conséquences très graves parce que nos personnes sont vulnérables, et c'est pour ça qu'on a hâte d'être capable de vacciner nos gens les plus vulnérables, mais c'est aussi dans notre quotidien, parce qu'on le sait qu'il y a de la contagion communautaire, puis des gens, puis encore une fois, souvent on dit c'est une minorité, mais c'est des gens qui le font soit par inadvertance, ou c'est encore pire quand ils le font de façon consciente, puis c'est ça qui est inacceptable. Donc, moi, je pense qu'on continue de penser que si les gens suivaient bien les mesures, puis on l'a vu, là, quand on a été capable de stabiliser la courbe pendant si longtemps, c'est parce que l'essentiel des personnes le suivaient. Là, il y a eu un relâchement qu'on a vu, mais qui, à notre sens, on peut redonner un deuxième coup pour dire, écoutez, assurez-vous que ça va être suivi. Alors, moi, je pense que on aimerait mieux que de ne pas ajouter des nouvelles mesures. C'est pour ça qu'on dit que rien n'est exclu. Mais là, je pense que la période des avertissements, elle est terminée. Elle est terminée. Et très, très clair, avec l'alerte qui va être envoyée cet après-midi, bien là, ça ne sera plus des avertissements, mais ça va être des contraventions. Puis je pense que les gens doivent le réaliser qu'ils n'auront plus besoin d'un avertissement. Les policiers vont être en mesure de donner des contraventions. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Ministre de la Santé, Dr. Arruda. Vous demandez, M. Legault, en fait, la bonne volonté, si je comprends bien, là, des commerçants, des entreprises qui peuvent fermer. Mais, jusqu'à quel point n'est-ce pas illusoire de penser qu'un commerce ou qu'une entreprise qui reçoit beaucoup de gens, des clients sur place, tout ça, va volontairement mettre de côté ses opérations, là, avec tout ce que ça implique en termes financiers? Et est-ce que vous avez des données qui démontrent, comme par exemple, il y a eu le Black Friday l'autre fois, les centres commerciaux, les commerces, etc., qu'il peut y avoir une éclosion là, 2 semaines après le Black Friday? Est-ce qu'on voit un impact de ça? Bien, ça, je vais peut-être la laisser. Oui. En termes d'impact direct, c'est difficile à démontrer parce que le virus, il circule partout actuellement et les gens auraient pu aller au Black Friday, mais aussi l'attraper à l'extérieur. Mais c'est clair que ce qu'on remarque, c'est une augmentation des contacts des personnes en moyenne. Et comme le disait notre ministre et puis notre premier ministre, il faut véritablement les réduire. Le virus est véritablement partout. Il y en a actuellement, même au sein de petite tendance à l'augmentation dans certains milieux scolaires, il y en a dans les RPA. Il est vraiment là partout actuellement et d'identifier à ce moment-là la cause exacte de l'exposition, à moins que ce soit dans un milieu qui est en éclosion, là, c'est pas facile. Puis vous comprendrez que quand on parle de certains malls ou de grandes surfaces, je veux dire, c'est difficile de retracer
la situation de COVID-19. Ça a déjà été fait dans des contextes de rougeole, où la maladie était plus rare, etc., mais c'est quasiment impensable. Mais l'importance, par contre, on l'a vu, et c'est clair, un relâchement de tout le monde. Tout le monde est, ici comme ailleurs dans le monde, il y a une fatigue par rapport aux mesures, mais il ne faut pas la relâcher. Et tous ces petits gestes-là, somme toute, sont nécessaires et ont véritablement un impact sur la transmission. Bon, puis peut-être j'ajouterais aussi, il y a deux sortes d'entreprises. Il y a des magasins qui font une bonne partie de leur chiffre d'affaires avant Noël, puis il y a des entreprises aussi où, entre autres, ils peuvent faire du télétravail. Moi, je demande à l'ensemble des entreprises, celles qui peuvent fermer du 17 décembre au 4 janvier. Puis les magasins, une fois arrivés au 24, là, je pense pas qu'il y ait nécessairement, avant le Boxing Day, beaucoup de ventes qui se font, là, donc après Noël. Donc, il y a des situations, là, chaque situation est différente probablement, mais moi je demande à tous ceux qui sont capables de le faire, de prévoir de fermer du 17 au 4. Hier, on a eu un témoignage très, très touchant de Mme Pomerleau, Isabelle Pomerleau, une infirmière qui est atteinte d'un cancer incurable et qui doit subir des traitements de chimiothérapie qui sont très invasifs, qui sont très, très difficiles. Et cette dame-là ne peut pas se rendre à ces traitements avec son conjoint. Elle est obligée d'y aller seule. Elle n'est pas toute seule dans cette situation-là. On comprend que c'est l'ensemble des gens qui subissent des traitements comme ça que la directive touche. Puis c'est pas facile d'avoir des traitements de chimiothérapie, là. C'est très, très difficile physiquement et moralement. Elle demande un peu de compassion et d'humanisme du réseau de la santé pour permettre justement qu'on puisse avoir un proche aidant, que ce soit un conjoint, une personne proche, pour les accompagner dans des traitements à un moment où leur vie est en danger finalement. Ben, premièrement, en termes d'humanisme et d'empathie, je pense qu'on comprend très bien ce cas-là. Là, puis je me suis informé pour être capable de bien comprendre le contexte. Ce que je vous dirais, M. Lacroix, rapidement, là, puis il y a deux choses. Il faut faire la différence entre le traitement, par exemple, de chimio et le traitement de radiographie. Dans le cas de chimio, comme vous savez, les gens peuvent avoir le traitement avec plusieurs personnes dans la salle de traitement. OK? Alors, ce que je comprends du cas que vous évoquez, puis je vais continuer de pousser ça, c'est qu'en ce moment, dans une salle de traitement, il peut y avoir plusieurs personnes. Et à ce moment-là, suite aux recommandations qu'on a eues par les hémato-oncologues, puis aussi par la Société canadienne de cancer, il est très dangereux d'avoir des personnes qui accompagnent les gens qui se font faire le traitement dans la salle de traitement. Par contre, les proches aidants peuvent accompagner la personne jusqu'à la salle d'attente. Et c'est là qu'en ce moment, le débat se fait de dire on peut permettre aux proches aidants d'accompagner la personne dans l'hôpital jusqu'à la salle d'attente, dans la salle d'attente, mais au moment où commence le traitement de chimio, bien, imaginez-vous la situation où vous-même, vous seriez là, puis vous verriez rentrer un proche aidant au moment où vous recevez un traitement. Une des statistiques, puis je vous laisserai là-dessus, c'est qu'on dit que quelqu'un qui est en train de suivre un traitement de chimio, ses chances d'attraper le COVID et d'en décéder doublent. Alors, il y a eu une recommandation des deux associations dont je vous parle qui nous ont dit, dans la salle de traitement, c'est vraiment pas recommandé de faire ça. Alors, je comprends la question de l'empathie puis tout ça, mais nous, on a pris une recommandation très claire qu'on a dit, vous pouvez aller jusqu'à la salle d'attente, mais pas dans la salle de traitement. Oui, rapidement. Pomerleau disait le contraire hier. Il disait que son conjoint ne pouvait pas l'accompagner à l'hôpital. Bon, alors, c'est pour ça que j'ai vérifié le cas, parce que si elle a été interdite jusqu'à la salle d'attente, on va corriger la situation. Mais je voulais vous donner le contexte pour être sûr qu'on comprend bien c'est quoi la directive, puis après ça, s'il y a besoin d'avoir une correction pour un cas d'espèce dont vous mentionnez, ça, on va faire la correction nécessaire. Marc-André Gagnon, le Journal de Québec. Bonjour. Sur les scénarios de reconfinement que vous étudiez, reconnaissez-vous qu'il serait quand même illogique là, de fermer les magasins le 17, je sais pas, ou le 18 décembre,
Est-ce que c'est une possibilité que vous écartez? Parce que si l'idée est celle d'éviter, par exemple, les cohues que l'on voit au Boxing Day, ben, de fermer les magasins avant Noël, ça générerait justement ce type de rassemblement-là. Donc, est-ce que c'est une possibilité que vous écartez? Parce que là, vous avez dit tout à l'heure, une fois arrivé au 24, les gens ont pas mal terminé leur magasinage. Donc, je comprends que de fermer les magasins avant le 24, c'est écarté. Bien, c'est pour ça qu'on regarde beaucoup de scénarios. Parce qu'effectivement, bon, doit-on l'annoncer à l'avance, à la dernière minute? Est-ce que si on l'annonce trop à l'avance, est-ce que les gens vont se lancer pour les journées qui restent pour aller tous dans les magasins? Ça fait partie, justement, des arguments pour ou contre les différents scénarios. Donc, quelle période? Si on ferme des magasins, pour quelle période? Puis à quel moment on l'annonce? Pour l'instant, il n'y a rien de prévu dans la fermeture des magasins, mais évidemment, si on voit qu'on n'est pas capable de contrôler le nombre d'hospitalisations, on n'aura pas le choix que d'aller une étape plus loin. Mais, je le répète, les personnes qui vont dans les magasins, qui respectent les consignes, qui restent à 2 mètres des autres personnes, qui portent un masque, pas juste dans le magasin, dans le centre d'achat aussi, il n'y en a à peu près pas de risque de passer le virus, là. Donc, si les gens respectent les consignes, il n'y en a pas de problème. Mais si les gens ne respectent pas les consignes, bien là, il va falloir aller plus loin. Et certainement vu la une du journal de ce matin où on écrivait rien de facile pour Legault. Il y a le blâme envers un de vos ministres, la vaccination qui se complique. Vous avez annulé Noël. Là, vous envisagez la possibilité d'un reconfinement. Vous êtes quand même le doyen de l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas à votre première fin de session. Humainement, là, Monsieur le Premier ministre, iriez-vous jusqu'à dire que c'est la pire ou peut-être la plus difficile fin de session de votre carrière politique? Non, écoutez, le moment qui a été vraiment difficile, c'était au mois de mars, là, où on ne savait pas si c'était l'apocalypse, puis c'est combien qu'il y aurait de décès. Là, on était vraiment dans l'inconnu. Actuellement, bon, que le général ait des problèmes de santé, puis qu'on mette un autre général, là, j'ai vu des pires moments que ça dans ma vie. Surtout, j'ai le meilleur général au-dessus du général. Donc, non. J'ai dit ce que j'avais à dire sur la situation de Pierre Fitzgibbon. Bon, évidemment, la pandémie, ça continue à s'étirer. Ça fait 9 mois et demi. Au moins, on voit la lumière. Là, si M. Trudeau peut nous confirmer quelques centaines de milliers de doses d'ici à la fin janvier, on va être en affaires, on va être en voiture, puis moi, je vais mieux dormir. Mais non, j'en ai vu d'autres dans ma vie, là. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. J'ajouterais même qu'à mes débuts chez Air Transat, les fins de semaine, il y avait des vols en retard puis plein de passagers qui attendaient. C'était stressant aussi. Très bien. Alain Laforêt. Bonjour à vous tous. On comprend, M. le Premier ministre, que vous défendez bec et ongle votre ministre de l'Économie, que les oppositions ont tort. Ben écoutez, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire hier. Mais vous les avez entendus aujourd'hui. Ils ont passé presque le 3/4 de la période de questions à questionner votre ministre, à dire que vous aviez tort, que vous aviez 2 éthiques, une éthique pour les autres, une éthique pour votre ministre de l'Économie. Vous leur répondez quoi? Bien, l'opposition est là pour s'opposer, puis on a des chefs qui ont bien compris ça, qui jouent bien ce rôle-là de s'opposer. Maintenant, entre ce qui est dit à la période de questions, puisque les gens pensent dans le fond, je pense que les 3 partis d'opposition rêveraient d'avoir un ministre de l'Économie comme on a. M. Dubé, hier, on a entendu, entre autres, concernant le premier arrivage de vaccins, que vous allez peut-être être obligé de revoir votre stratégie parce qu'on ne sera pas capable de déplacer les vaccins. Est-ce que ça risque d'être un problème en début de vaccination? Est-ce que vous êtes en train de revoir vos façons de faire? Est-ce que vous allez être obligé de revoir votre ordre de priorité de vaccination au début, je parle? Non, je vais vous dire, ça a été très clairement expliqué par Pfizer, là, qui est le premier fabricant, au tout début, qu'il y aurait des contraintes de livraison pour s'assurer surtout, je vous dirais, M. Laforêt, dans les premières semaines. Parce que ce que le fabricant veut pas, c'est ce qu'il veut surtout, c'est s'assurer que c'est les meilleures conditions possibles de déploiement pour être sûr que le vaccin fait son maximum d'effet. Je vous donne un exemple. Le 14 décembre, là, c'est déjà lundi, là, on reçoit les vaccins. Mais on va recevoir
5 boîtes qui vont être déjà dans 2 CHSLD. Alors déjà, en partant, là, on n'a pas cette contrainte-là de sortir des boîtes ou les fioles pour aller les porter ailleurs. Ça se fait déjà dans 2 CHSLD, à Québec et à Montréal. À partir du 21, fort de la première expérience, donc on va faire le maximum pour bien faire les choses, puis on est prêt parce qu'on a l'expérience de vaccination. À partir du 21, il y a au moins, je vous dirais, la moitié des 20 sites qui ont été autorisés, qui sont, là, puis je peux me tromper de 1 ou 2, mais je veux dire, il y a une grande partie qui se font aussi dans des CHSLD. Alors donc, ça permet de vacciner sur place les personnes qu'on voulait prioriser. Bon, maintenant, l'autre partie se fait dans des centres de distribution, mais qui sont rattachés à des centres hospitaliers. Mais Pfizer a bien dit que fort des premières expériences, des premières journées, ils vont peut-être assouplir les règles de limitation parce qu'on verra que ça s'est bien déroulé. Alors nous, quand on a soumis samedi dernier notre liste des 20 sites pour les 16 régions, on s'est assuré qu'on avait déjà une grande proportion des endroits d'expédition qui étaient dans des CHSLD. Puis là, à ce moment-là, pour les autres, ben, il y aura probablement des endroits où on peut vacciner du personnel, etc., etc. Puis mon dernier point, c'est qu'au fur et à mesure des bonnes nouvelles qu'on va continuer de recevoir, il y a aussi le facteur Moderna qu'il ne faut pas oublier, parce que là, on met beaucoup d'emphase sur Pfizer, mais Moderna aussi va venir prochainement. Alors, je pense que tout ça, pour nous, était prévu. On commence lundi, on va s'ajuster en fonction de comment ça a bien été, puis c'est à nous de prouver à Pfizer, puis je peux vous dire qu'on va leur prouver qu'on peut en prendre beaucoup plus qu'ils peuvent nous envoyer, parce qu'on est prêt à le faire. Véronique Prince, Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Dans l'éventualité d'un reconfinement, est-ce que vous avez aussi étudié la possibilité d'y aller plus avec un compromis? En Alberta, par exemple, plutôt que de fermer complètement un centre commercial, bien, ils vont limiter la capacité à 25 %. Est-ce qu'il y a une solution un peu mitoyenne que vous étudiez? Bien, déjà, la semaine dernière, on a annoncé de limiter la capacité. Donc, c'est un calcul qui est plus compliqué peut-être chez nous, là, parce que c'est tant de personnes par tant de mètres carrés. Parce que 25 %, il y a des magasins qui sont plus petits, des magasins qui sont plus grands. Il faut vraiment être capable, à un moment donné, de se dire, ben combien un espace d'une certaine grandeur peut contenir de personnes pour que le 2 mètres soit respecté. C'est ce qu'on a essayé de faire avec les mesures qu'on a annoncées la semaine dernière. Chaque magasin doit afficher le résultat de ce calcul-là, donc sa capacité maximale. Donc, tout le monde peut regarder, incluant les policiers, si la capacité maximum est respectée. J'aimerais aussi vous entendre clairement sur vos attentes par rapport au Conseil de la Fédération où il va être question de vaccins et de transferts en santé. Bon, d'abord, on avait demandé que la réunion porte seulement sur les transferts en santé, mais on a accepté que, demain matin, il va y avoir 2 heures essentiellement sur la vaccination. Demain après-midi, 2 heures sur les transferts en santé. Évidemment, la priorité des premiers ministres des provinces, c'est de parler des transferts en santé. Actuellement, le fédéral finance 22 % des dépenses en santé. Et ce qu'on voit, c'est qu'à cause du mix des revenus, les revenus augmentent toujours plus rapidement à Ottawa que dans les provinces. 4,1 versus 3,5 % à cause de la présence des impôts des individus. Donc, Ottawa a une croissance des revenus plus grande que celle des provinces, puis les provinces sont pris avec la dépense de la santé qui augmente de 5 % par année. Donc, quand on fait une projection à long terme, on voit que le fédéral, malgré son déficit actuel, va se retrouver en surplus, puis les provinces et territoires vont se retrouver en déficit monstrueux dans les prochaines années. Donc, il y a une urgence, puis il y a une rationnelle de demander d'augmenter la part du fédéral de 22 % à 35 %.
je m'attends pas à ce que ça soit réglé demain après-midi. Là. Moi, je pense que on va aussi parler avec les chefs des oppositions à Ottawa. Moi, je pense que la situation risque d'évoluer jusqu'à la prochaine élection fédérale. Mais moi, je pense qu'il y a une urgence de rétablir un financement qui est plus proportionnel aux capacités de payer de chacun des gouvernements. Il y a une seule dépense qui augmente de 5 % par année, c'est la santé. C'est pas normal que ce soit les provinces qui assument 78 % alors que les revenus des provinces augmentent moins vite que les revenus du gouvernement fédéral. Puis oui, le gouvernement fédéral a augmenté de façon importante ses dépenses, mais de façon non récurrente. Donc, il y a un gros déficit cette année, mais si on fait une projection sur quelques années, ben, il va y avoir un déficit beaucoup plus petit que celui des provinces. Mylène Crête, Le Devoir. Bonjour. Je voudrais savoir, vous avez imposé des zones de différentes couleurs avec des restrictions propres à chacune des zones, là, selon la situation. Pourquoi est-ce que le nombre de cas continue d'augmenter malgré tout? Allez-y. Bien, c'est parce que c'est pas parce qu'on prescrit un médicament que nécessairement le médicament est pris dans sa totalité par les patients. C'est que moi je pense qu'il y a une certaine fatigue qui est remarquée ici comme ailleurs dans le monde par rapport à la COVID-19. Être en restriction continue. C'est facile d'oublier les consignes. C'est facile de se rapprocher. Il y a encore beaucoup de transmission dans les maisons. Il y a encore beaucoup de transmission dans certains contextes où dès qu'on relâche un peu, ben, le virus il se nourrit des contacts sociaux. Donc, c'est parce qu'il y a des contacts sociaux. Et l'application des mesures est probablement... Et on comprend que c'est difficile, mais c'est encore très essentiel. Si on veut à la fois protéger les gens qui pourraient faire la maladie et qui en mourir, mais aussi un système de soins, puis tous les autres patients qui ont besoin de soins, qui peuvent être votre mère, votre cousine, ou etc. Fait que c'est ça. Il faut revenir à la charge, tout comme quand on prescrit des diètes ou de l'exercice, etc. On a tendance... C'est des changements de comportement très importants qui sont antinaturels, de ne pas se rassembler. Fait que je pense que c'est là qu'est la solution. Puis toute contribution là, est importante. Est-ce que je pourrais... Oui, vas-y. Moi aussi, je l'aurais rajouté. Je m'excuse d'insister sur ce point-là, là. Mais sur la question du dépistage, surtout dans le dernier stretch du prochain mois. Vous savez, maintenant, on comprend très bien que toute la période d'incubation et de contagion, elle est très critique dans les 7 premiers jours. Alors, la minute que quelqu'un réalise qu'il a des symptômes, la journée de trop ou la deuxième journée de trop qu'il prend, puis pas aller se faire dépister, c'est pendant ce temps-là qui peut être le plus contagieux possible. Et c'est ça, malheureusement, qu'on ne réussit pas à contrôler. Alors, moi, quand je regarde nos statistiques internes, on voit que le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de cas positifs qu'on teste en ce moment, a augmenté beaucoup dans les 2-3 dernières semaines. Ça veut dire que des gens qui ont des symptômes, qui viennent se faire tester, auraient dû venir avant, auraient dû venir plus rapidement. Puis je le répète parce que vous avez raison, on n'avait pas cet enjeu-là il y a peut-être 1 mois ou 2. Puis maintenant qu'on n'a pas un enjeu de dépistage, on peut tester 35 000 personnes par jour, on l'a montré. Là, ce qui est important, c'est de rappeler aux gens, la minute qu'ils ont un symptôme, de revenir tout de suite nous voir. Et à ce moment-là, on va limiter la contagion qu'ils peuvent faire. Je m'excuse de le répéter, là, mais à chaque fois qu'on va gagner cette journée-là, ou ces 2 journées-là, bien, c'est tous des cas de contagion qu'on va éviter. Puis là, on s'en rend compte que, parce que peut-être les gens, bon, le vaccin s'en vient, on va se confiner, etc. Non. Il faut absolument aller se faire dépister le plus rapidement possible. J'allais ajouter que la psychologie humaine fait que quand on n'a pas peur,
quand on n'est pas inquiet, quand on pense qu'on est invincible, on prend plus de risques. Et puis, on l'a vu dans la deuxième vague, les régions où il y avait été moins affecté durant la première vague, bien, ont été plus touchés. Mais là, on voit que les gens, incluant au Saguenay, Lac-Saint-Jean, là, que ça diminue. Les gens commencent à se dire « Wow, c'est vrai qu'il y a un risque ». Donc, ils sont en train de prendre conscience de ce risque-là. Puis là, ça diminue. Puis là, on revoit tranquillement que ce sont les grands centres, donc le Grand Montréal puis Québec, qui, de plus en plus, sont les plus affectés. Pourquoi? Parce qu'il y a une plus grande concentration de la population. Mais, effectivement, là, il faut que les gens réalisent que, j'oublie ceux qui pensent que c'est pas vrai, que la COVID-19, là, mais il faut que les gens réalisent que, bon, même s'ils sont jeunes, ils peuvent infecter des personnes vulnérables. 2, ça peut avoir un impact sur le système de santé, puis tout le monde peut avoir besoin du système de santé. Donc, je pense que les gens doivent réaliser là, qu'il est dangereux, le virus, puis ils peuvent directement ou indirectement être touchés. Puis ça évolue. Est-ce que ça ne témoigne pas du fait que l'objectif que vous visez, qui est de limiter la propagation du virus pour protéger les personnes vulnérables et la capacité hospitalière au Québec, est impossible à atteindre avec les restrictions que vous avez imposées et qu'il est seulement possible à atteindre avec un confinement comme on a connu au printemps? Oui. Bien, écoutez, comme je le disais tantôt, les magasins, les entreprises, les maisons, les policiers, puis la CNE-SST vont donner plus de contraventions. Donc, si on est capable, dans les magasins, les entreprises et les maisons, d'avoir moins de personnes qui sont à moins de 2 mètres, pas de masque, bien, ça va paraître, ça va donner des résultats. Donc, on est allé plus avec des suggestions, des recommandations. Là, on va être plus dans donner des contraventions, donc être plus sévère, la coercition, et bien, on va regarder les résultats dans les prochains jours. Olivier Bossé. Peut-être, si vous me permettez aussi, il faut prendre en considération aussi les effets pervers des confinements totaux. Hein. Je veux dire, vous savez, quand on a voulu réouvrir les écoles, les gens avaient peur, ils ne voulaient pas, mais on les a maintenus parce que c'est important pour le développement des enfants. C'est important pour la santé mentale aussi des gens. Il y a des entreprises aussi. L'économie fait partie des déterminants de la santé. Donc, il y a un équilibre par rapport à ça. Puis on a eu la démonstration, là, comme le disait le premier ministre, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça montait, puis là, ils sont en train de chuter. À chaque fois que les gens ont repris conscience, puis ont fait des efforts, on voit qu'on a réussi à contrôler. C'est sûr que là, actuellement, la tendance n'est pas bonne, elle monte, mais elle n'est pas exponentielle comme on l'a vu dans certains pays. Donc, ces mesures-là marchent, mais la question, c'est qu'il faut les mettre en quantité importante si on veut que ça fonctionne. Olivier Bossé. Est-ce que vous considérez le fait de donner droit aux gens seuls de se joindre à une bulle familiale à Noël, comme c'est le cas en Ontario? Non, pour l'instant, ce qu'on a, c'est la consigne une personne avec une personne. Mon autre question pour M. Dubé, concernant cette dame de Sherbrooke qui s'est vue refuser un emploi d'infirmière. On sait qu'on en manque, vous en avez parlé abondamment, à cause de son poids. C'est quoi comment vous voyez ça? On a corrigé la situation. Est-ce que vous pensez que c'est acceptable? Est-ce que c'est... La réponse est non. C'est pour ça qu'on a corrigé la situation. Merci. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Pour clarifier la question des contraventions, il s'agira toujours des mêmes règles qui existaient déjà, si je comprends bien, mais vous étiez plus tolérant auparavant, et là, vous allez dire d'être plus strict, donc ça va être tolérance zéro immédiatement des contraventions, c'est bien ça? Exactement. Donc, ça sera plus, il y a eu beaucoup d'avertissements donnés. Là, maintenant, ça va être des contraventions. En plus, ben, le fait qu'à 2h30 cet après-midi, tout le monde va être avisé officiellement via son téléphone, la radio ou la télévision. Il n'y a plus d'excuses, là. Donc, on passe à une autre étape. Et concernant la vaccination, vous aviez dit donc dans une déclaration où il y avait beaucoup de si là, concernant ce que vous alliez obtenir du fédéral en janvier pour donc vacciner les gens des CHSLD, des RPA et le personnel de la santé. Vous dites si on serait capable d'avoir le tiers des doses, si j'ai bien compris.
quelle est la probabilité, donc, que vous obteniez ce tiers de dose-là? Parce qu'il y a beaucoup de si dans ce que vous disiez. Puis est-ce que vous êtes certain de l'avoir, ces tiers de dose-là? Non. Non, puis ça fait partie des questions, là, puis tous les premiers ministres des provinces insistent là, pour savoir, parce que c'est très large de dire on va avoir 650 000 doses ou 1,3 million de doses pour 650 000 personnes d'ici le 31 mars. Ça va tout arriver le 30 mars ou s'il va en avoir le tiers qui vont arriver en janvier? Nous, ce qu'on dit, c'est que si le tiers arrive en janvier, on va pouvoir s'occuper des RPA, des CHSLD puis du personnel. On va être en voiture pour avoir un impact majeur sur la pandémie. Mais si on n'obtient pas ce tiers-là en janvier, bien là, ça va s'étirer en février, en mars, dépendamment quand on va recevoir les doses. François Carabin, Métro. Messieurs, sur ce sujet-là, justement, vous dites, M. Legault, que si on réussit à vacciner tous les résidents de CHSLD, RPA en janvier, on va être en voiture. C'est-à-dire que les décès et les hospitalisations vont baisser, c'est ce que je comprends. Oui. Mais quel effet est-ce que ça pourrait avoir sur les mesures sanitaires? En d'autres mots, est-ce qu'un relâchement là, pourrait être envisagé, même si c'est une infime partie de la population qui va être vaccinée à ce moment-là? Bien, je l'espère. Moi, j'ai très hâte là, de rouvrir, me faire chicaner encore, rouvrir les restaurants, les gyms, les théâtres, les cinémas. J'aurais pu M. Gouzeau sur le dos. Donc, j'ai hâte, effectivement, qu'on puisse ouvrir. Puis même, bon, on espère peut-être le 11 janvier être capable d'avoir des bonnes nouvelles, mais là, ce qu'on dit, c'est si on est capable d'avoir les doses pour d'ici le 31 janvier, on pourrait être capable de commencer à parler d'un plan de déconfinement. Je vous parle de l'Ontario pour une deuxième fois dans ce point de presse. La ministre de la Santé, Christine Elliott, a évoqué des preuves de vaccination pour aller, par exemple, au travail ou dans les cinémas. Est-ce que c'est quelque chose que vous considérez? Oui, on a demandé à la santé publique parce que, bon, maintenant, il y a toutes sortes de façons. On a déjà au Québec un carnet santé qui permet de savoir qui est vacciné, mais l'enjeu est plus d'être capable de le montrer, que ce soit pour prendre un vol pour aller ailleurs ou que ce soit pour entrer au Centre Bell, etc. Fait qu'il y a beaucoup de demandes en ce moment qui nous viennent des entreprises de dire est-ce que vous seriez capable que les citoyens puissent faire une démonstration qu'ils ont été vaccinés. Alors, c'est ce qu'on est en train de regarder pour mettre ça en place, mais il y a des enjeux d'éthique aussi là-dedans, comme vous pouvez comprendre. Là. Alors, on a demandé à la santé publique de regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs pour être capable d'avoir cette information-là le plus rapidement possible. Nous allons maintenant passer aux questions en anglais avec Philippe Autier de Gazette. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure regardez vidéo ça. Je me salue toutes amis, fidèles, Chanel Andal Flérimé. Je tiens à porter une courte nouvelle pour nous, à toutes les amis qui toujours après tant de bonnes nouvelles sur Chanel ça. Côté OMS, récit déclaré que COVID-19 là, qu'elle sortit en Chine. Bagay ça fait gros parler en pile, surtout avec Donald Trump. Nous connaissons le coronavirus dans le jeudi là et il y a une grosse réunion qui était faite le 20 avec le président OMS là. Côté nègre estimé, maladie ça vient tourner un monstre pour le monde. Côté le monde, environ de 600 000 monde qui mourent par COVID-19. Et bien, maladie, ça, il prend naissance, c'était en décembre, 31 décembre 2019, dans une ville qui est Wuhan, en Chine. Eh bien, nous avons un président OMS, qui c'est Organisation mondiale de la santé. Côté monsieur, c'est un Éthiopien. Mais, monsieur était toujours tab gourmet
malgré toute enquête, les États-Unis étaient demandé qu'ils étaient fixés. Même, ils étaient dit c'est virus là, il sorti en Chine, que M. Tabgoumé, mais je n'ai dit enquête là, il dévoilé c'est la Chine même. Mais pas oublier une bataille géopolitique qu'a faite au compte de la Chine qui c'est une puissance mondiale. Eh bien c'est lui-même tout qui a investi plus de 44 milliards et en Éthiopie pour le développement. Et c'est pas un ça fait. Et nous sommes capables de dire la Chine a dominé l'OMS et il parle dans 10 ans depuis l'a dominé parce que nous avons un président là qui était un chinois, qu'on a nous jeune éthiopien. Mais par contre, l'Éthiopien lui-même est toujours en faveur de la Chine parce que si la Chine injectait plus de 44 milliards de dollars et en Éthiopie pour développement, c'est pas un ça fait. Et bien nous capables de dire côté coronavirus on a fait ravage dans le monde là qui spécialement États-Unis. Nous avons 3 grandes villes États-Unis qui sont censées et l'État mettait près de 4 sur eux, qui c'est lumière rouge, qui c'est New York, Washington ensemble avec Floride. Et bien 3 villes ça là, il y a des bagages qui ferment tant qu'au restaurant et bah bidjonnel yo et il y a des travail tout qui ferment parce que dans 24 heures de temps et d'après test qui ont fait, il y a 87 000 personnes qui sont infectées positifs. Et les États-Unis sont avec 146 000 personnes qui sont mourir. Et je ne dis la bagaille terrible. Quand pile monde et moi qui passé coronavirus dans jouet surtout haïtien qui sont symptômes yo. M'a dit nous frère Maxime yo, fait un pile prudence. Maladie ça pas jouer. M'bral fait nous garder un extrait et la réunion et OMS Tabaili. Qui ça OMS a parlé? Parce que le coronavirus dans son famille, les famille, est divisé en 7 branches. Et il y a un qui est tellement terrible. Même l'autre gagne 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Depuis que mon a infecté, depuis que mon a ouvert bouche, tout le monde qui est dans l'environnement est infecté. Alors, je fait autant d'extraits ça. Et après, moi-même, je viens faire un petit dialogue sur l'extrait ça. Hello everybody. Bonjour à tous. Je m'appelle Margaret Harrison. Nous sommes au siège de l'OMS à Genève et je vous souhaite la bienvenue à notre conférence de presse sur la Covid-19 du lundi 27 juillet. Comme d'habitude, nous sommes en présence du directeur général, le Dr Tedros, qui va prononcer un discours d'ouverture et ensuite nous passerons aux questions-réponses. À côté du Dr Tedros, nous avons comme d'habitude le Dr Mike Ryan, directeur des urgences, le Dr Maria Van Kerkhove, directrice de l'équipe chargée de l'équipe 19, directrice de l'équipe chargée de la Covid-19, et puis le Dr Simon, qui est sous-directrice générale pour l'accès aux produits médicaux et aux médicaments. Nous avons également la directrice du département VIH, hépatite et maladies sexuellement transmissibles. Comme d'habitude, nous avons l'interprétation simultanée dans les 6 langues des Nations Unies, ainsi que le portugais. Tout cela est diffusé sur les réseaux sociaux. Je donne maintenant la parole au Dr Tedros. Thank you, Margaret. I think you have already accepted my name. Merci. Good morning. Bonjour ou bonsoir. Jeudi, cela fera 6 mois que l'OMS a déclaré officiellement la Covid-19 comme étant une urgence de santé publique de portée internationale. C'est la 6e fois qu'une urgence de santé publique de portée
portée internationale a été déclarée au titre du règlement sanitaire international. Je crois que l'on peut dire sans se tromper que c'est la plus grave. L'on a signalé à ce jour près de 16 millions de cas à l'OMS et plus de 640 000 décès. La pandémie continue à s'accélérer. Ces 6 dernières semaines, le nombre total de cas a presque doublé. Lorsque j'ai déclaré l'urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier, il s'agit, sachez-le, du niveau d'alerte le plus élevé prévu par le droit international. Il y avait moins de 100 cas à l'extérieur de la Chine et aucun décès. Comme le demande le règlement sanitaire international, je reconvoquerai le comité d'urgence cette semaine pour faire le point à nouveau sur la situation de la pandémie et me faire les recommandations qui s'imposeront. La Covid-19 a changé notre monde. Elle a rassemblé les individus, les populations, les nations, mais elle les a aussi éloignés et divisés. Cela nous montre ce que l'être humain peut faire, aussi bien positivement que négativement. Nous avons déjà appris énormément de choses et nous apprenons encore. Mais même si notre monde a bien changé, les piliers essentiels de la riposte sont toujours les mêmes. Le leadership, l'information, la participation et l'écoute. Les mesures essentielles nécessaires à endiguer la transmission et sauver des vies n'ont pas changé non plus. Détecter, isoler, dépister, traiter, suivre les contacts, les mettre en quarantaine, garder les distances physiques, se laver les mains, éviter les foules et les endroits confinés, porter un masque lorsque cela est recommandé. Lorsque ces mesures sont respectées, le nombre de cas diminue. Lorsqu'elles ne le sont pas, le nombre de cas augmente. Les pays et les populations qui se sont conformés à ces recommandations prudemment, avec cohérence et ont persisté à respecter ces mesures, s'en sont bien sortis. Le Cambodge, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam, le Pacifique, des îles-États du Pacifique, des Antilles. Il y a aussi des pays qui ont réussi à endiguer des flambées relativement importantes, le Canada, la Chine, l'Allemagne. Il ne s'agit que de quelques exemples, mais la liste est beaucoup plus longue. Ce que je veux dire par là, c'est que l'un des facteurs les plus essentiels qui permettent de stopper ce virus, c'est la... Encore, moi retourné, c'est notamment des déclarations président OMS qui c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et n'a besoin extrait ça sur vidéo ça et demander avec tout haïtien qui symptômes c'est les ouais au quoi et bien m'a dit non coronavirus ce sont 2 mois et nèg yo pour voir une plus gros catastrophe qui vient pour faire dans souhaiter tout le monde ça ka prier bon Dieu parce que maladie ça pas jeute. Et je suis content pour nous ensemble avec nous, pour nous porter bonnes informations ça avant nous. Nous avons regardé extérieur, ou bien nous attendons, ou bien nous avons monté. Et sur ce site là, vous pouvez joindre, non pas c'est M. Andal Flérimé, maintenant des amis pour nous toujours supporter la chaîne là, pas oublier abonner, pas oublier de like là et commenter. Ciao, à la prochaine.